À la rencontre des Alpes et de la Provence, riche en contrastes, la Drôme déroule ses paysages au fil des chemins et au rythme des saisons. Impressionné par la majesté spectaculaire des hauts plateaux du Vercors, charmé par l'exubérance riante de la Drôme provençale, laissez-vous guider à travers ses multiples visages. Vous rencontrerez des hommes à l'image de leur terre, différents mais toujours accueillants, vrais et unis dans le respect d'une nature restée intacte. D'aventures en découverte, la Drôme vous offre un espace inépuisable de loisirs, des sentiers balisés et des itinéraires à l'infini pour les randonnées pédestres, équestres ou en VTT. La diversité des sites pour éprouver les sensations de l'escalade, l'émotion du parapente ou du vol libre, le ski, le golf, sans oublier la découverte d'innombrables grottes et rivières. Mais peut-être recherchez-vous la Drôme buissonnière pour flâner dans les petits villages, découvrir l'artisanat d'art, vivre des moments vrais avec les gens du pays ou rêver au soleil dans un jardin fleuri. La couleur est partout dans ces marchés animés où les produits donnent un avant-goût de la gastronomie drômoise. Vous la dégustez authentique dans ces petites auberges cachées dans l'arrière-pays ou à ces grandes tables de renom international. La Drôme, c'est enfin une nature préservée où il n'est pas rare de croiser chamois, bouquetins ou aigles royaux, gentianes, orchidées, tulipes sauvages et lavandes odorantes. À Mantes, l'église romane accolée à un prieuré clunisien est plantée sur le rebord d'un coteau. Un beau vitrail du XIVe siècle décorant la fenêtre de l'abside représente Saint-Pierre et Saint-Paul. Au pied d'une colline, Hauterive offre une curiosité insolite, le palais idéal du facteur Cheval et le travail colossal d'un ancien facteur d'Hauterive, Joseph Ferdinand Cheval, qui ramassait au cours de sa tournée des cailloux aux formes étranges. Le soir, il les utilisait pour édifier dans son jardin une singulière construction inspirée de ses rêves. Commencé en 1879 pour s'achever en 1912, il a coûté à son auteur 33 ans d'un travail opiniâtre. C'est le seul exemple d'architecture naïve du monde classé monument historique depuis 1969 par André Malraux. Vieux-Bourg, bien connu des mélomanes. La collégiale de Saint-Donat-sur-l'Herbasse abrite des orgues modernes construites suivant la facture des célèbres frères Silbermann. Un festival Jean-Sébastien Bach s'y tient chaque année. Le cloître, avec ses sculptures subsistantes, est le creuset où se mêlent des influences provençales, viennoises et bourguignonnes. Fleuve torrentiel et redoutable, le Rhône a taillé son sillon au cœur des dernières retombées orientales du Massif central. Atteint, il a ainsi isolé sur sa rive gauche les coteaux de l'Ermitage aux célèbres vignes en terrasse. L'Ermitage rouge est un vin corsé, délicat, de couleur rubis foncé. L'Ermitage blanc est doré et sec. Le tonnelier perpétue la tradition du tonneau en bois idéal pour le vieillissement du vin. Situé sur le plus grand itinéraire européen nord-sud, Valence-sur-Rhône, ville-étape par excellence, est également un lieu de séjour séduisant. La vieille ville, entourée de boulevards percés au XIXe siècle à l'emplacement des anciens remparts, conserve un lacis de ruelles commerçantes, des places ombragées bordées de terrasses accueillantes, des belles façades aux couleurs pastel, et a su garder le charme d'autrefois au centre d'une ville résolument tournée vers l'avenir. Lors de l'exil et du décès dans cette ville du pape Pie VI sous le Directoire, les pâtissiers de Valence ont inventé le Suisse, biscuit aromatisé aux écorces d'orange, en forme de garde suisse. La cathédrale Saint-Apollinaire est un vaste édifice roman d'inspiration auvergnate de la fin du XIe siècle. Vers 1515, Antoine de Dorne se rend en Italie et construit à son retour un hôtel particulier au nouveau goût du jour, la Maison des Têtes, qui se signale par l'abondance et l'originalité des sculptures de sa façade. Le musée municipal occupe les bâtiments de l'ancien évêché. Ses collections comportent un fonds archéologique, des collections de peintures anciennes et modernes, un ensemble de 97 sanguines du paysagiste Hubert Robert, du mobilier ancien et des souvenirs d'histoire locale. Construit
En 1880, le kiosque Pénet doit son nom au dessinateur Raymond Pénet qui l'esquissa avec un couple d'amoureux assis à côté. Romans, dont le négoce fut florissant au Moyen-Âge, a conservé ses industries traditionnelles de chaussures et de tannerie. Les gourmets apprécieront les pognes, des brioches parfumées à la fleur d'oranger, et les Saint-Génix, des pognes aux pralines. Au IXe siècle, Saint Barnard, archevêque de Vienne, fonde ici un monastère. Détruit au XIIe siècle, celui-ci fut remplacé par un édifice roman dont subsistent encore le porche occidental, le portail nord et les parties basses de la nef. Vers le milieu du XIIIe siècle, le chœur et le transept furent ajoutés en style gothique. Dévastée par les protestants au XVIe, la collégiale Saint-Barnard fut entièrement restaurée au XVIIIe. Tout en haut de la grande horloge, haute de 55 mètres, le bonhomme de la tour Jacquemart rythme depuis 1429 la vie des Romanais. Le musée de la chaussure, installé dans l'ancien couvent de la Visitation, retrace l'histoire de la mégisserie, de la tannerie et de la chaussure à Romans, de son origine à l'époque contemporaine. Chaussures, accessoires de tous les temps, de tous les pays, racontent l'histoire mondiale de l'humanité chaussée de l'Antiquité à nos jours. Chaussures de toutes formes, confectionnées dans les matériaux les plus divers et pour gens de toutes conditions. Environ 300 types différents de chaussures sont présentés. Tour à tour somptueuses, drôles ou énigmatiques, ces chaussures révèlent l'ingéniosité de leurs créateurs et sont des témoins particulièrement évocateurs des coutumes de leur pays d'origine et de la mode à travers les âges. À la porte du Royan, le village de Saint-Nazaire-en-Royan est doté d'un pont routier au-dessus du lit naturel de la Bourne et d'un aqueduc élevé aux arches multiples, créé au XIXe siècle pour amener une partie des eaux de ce torrent vers les plaines rhodaniennes. Un barrage sur l'Isère en aval a créé depuis lors un plan d'eau où se reflètent les terres rougeoyantes de ce pays de Royan. Spécialité du Royan, la raviole est une pâte fraîche au blé tendre, farcie avec du comté, du fromage blanc frais et du persil. Elle cuit en 90 secondes dans un bouillon frémissant et se déguste nature ou accompagne viande ou poisson fin. Table rocheuse horizontale, soulignée par des raies de végétation et à pics verticaux de 700 mètres, s'oppose dans l'un des paysages les plus farouches du Vercors. Percée de 1844 à 1851, la principale route d'accès au Vercors par le Royan remonte la vallée de la Vernaison. Après avoir franchi les petits goulets au sortir de Sainte-Eulalie-en-Royan, elle grimpe en lacet. Puis tailladant la montagne, elle se rapproche des gorges où la Vernaison s'échappe en bouillonnant. La route traverse les grands goulets sous un tunnel à demi fermé et débouche enfin sur la paisible et verdoyante vallée d'altitude des Baraques en Vercors.
Au cœur du parc naturel régional du Vercors, le dernier ours des Alpes a été aperçu à Saint-Martin-en-Vercors. Unique musée de l'ours sur les Alpes françaises, la caverne de l'ours vous transporte dans l'univers de cet animal fascinant et vous présente des ours ainsi que la faune sauvage du Vercors sous forme d'animaux naturalisés. Sur la place de la Chapelle en Vercors, l'ours, toujours présent, semble scruter les montagnes enneigées. Les chiens de traîneau offrent une formule originale pour découvrir le Vercors sous la neige. Plus classique, le ski sur les pistes aménagées. Secret du monde minéral, la grotte de la Draille Blanche fut découverte accidentellement au début du siècle. Une visite guidée permet de découvrir le grand spectacle de la nature, la pureté des lignes, l'imagination des formes et l'harmonie des couleurs naturelles. Plus de 10 000 ossements représentant plus de 40 espèces animales permettent de mieux connaître la faune du Vercors il y a plus de 10 000 ans. Sur la route du col de la Chaux, au-dessus du plateau de Vassieux où achèvent de pourrir les carcasses de planeurs allemands, le musée de la résistance de Vassieux en Vercors retrace l'histoire des camps de la mort nazie et de la libération ainsi que des combats de 1944 dans la région. Des résistants et des populations du Vercors furent exterminés par les Allemands qui atterrirent en planeur au matin du 21 juillet 1944. Le musée domine le cimetière national qui abrite les 193 sépultures des civils tombés pendant les opérations de juillet 1944. Au col de Rousset, à 1254 mètres d'altitude, franchissant le tunnel verglacé tout l'hiver, le voyageur quitte en un seul instant le monde froid, humide, brumeux ou enneigé du Vercors. De là, il embrasse en un seul coup d'œil le vaste enchevêtrement de collines chaudes et odorantes, couvertes de chênes verts, entre lesquels la Drôme et ses affluents se feraient difficilement leur passage vers l'ouest. Là, plus qu'ailleurs, se révèle la brutale cassure qui oppose les influences alpines et méditerranéennes des préalpes drômoises. L'architecture cistercienne, toute empreinte de la simplicité des formes, des volumes et du décor voulu par saint Bernard de Clairvaux, a laissé sur la terre drômoise quelques beaux spécimens. L'abbaye de Léoncelle, dont il reste surtout l'église abbatiale, accompagnée de quelques travées de bâtiments conventuels. La prière des moines s'y est tue depuis 1790, mais leur spiritualité imprègne encore la nef, le chœur, la belle coupole du transept, construit en pierre bien appareillée au XIIe siècle. Le rebord occidental du Vercors, que les Valentinois et les Romanais appellent la Raille ou les monts du Matin, est franchi par plusieurs routes à partir du Piémont, de Combeauvin à Gigord et Lauzeron, de Barbière au col de Tourniol et de Pérusse au col des Limouches. De là-haut, la vaste plaine apparaît tachetée au printemps des carrés jaunes de colza, puis colorée du rose et blanc des vergers au moment de la floraison. La pratique du golf est très développée avec 3 golfs 18 trous homologués et de nombreux golfs 9 trous. Le regard découvre le haut bassin d'Omblaise, encore méridional par ses fonds plantés de vignes et de peupliers, mais bien alpin par son cadre de hauts sommets gazonnés, entre lesquels on distingue le col de la Bataille. La combe d'Omblaise, évidée par l'érosion à l'extrémité sud-ouest du Vercors, constitue l'un des sites les plus isolés du massif, encaissé et fermé par l'étranglement d'humides et sauvages gorges.
Pour sortir de ce domaine clos, les eaux de la Gervanne et du Lardenne, son affluent, ont découpé à travers les roches calcaires 2 séries de gorges, les gorges d'Omblaise qui deviennent un canyon étroit et profond, aux roches de couleurs changeantes, à l'ambiance fraîche et ombragée, aux parois ruisselantes. Au lieu-dit Moulin de la Pipe, la Gervanne finit par s'évader de son val d'origine en sautant la dernière marche du Vercors dans un bond de 70 mètres au saut de la Druise pour aller rejoindre la vallée de la Drôme. Au débouché de la Drôme, dans la plaine de Valence, Cret tire orgueil de son donjon, au pied duquel la cité partage son activité entre son rôle de marché agricole et ses industries alimentaires. Au nombre des spécialités crétoises compte la défarde, plat mitonné à base de tripes d'agneau, et le picodon, petit fromage qui tire sa substance onctueuse et sa saveur du lait de chèvre. Le donjon de Cret, ou la tour, est le seul vestige d'une forteresse démantelée en 1632 sur l'ordre de Louis XIII. Plus haut donjon de France, avec ses 184 marches et 52 mètres de haut, dominant la ville, la tour de Cret est la gardienne d'une des rares portes des Préalpes drômoises. Servant de prison du XVe au XIXe siècle, la tour de Cret conserve le témoignage de ces hommes et femmes condamnés de droit commun, protestants, libertins et républicains, qui y furent les derniers enfermés. La Drôme se prête particulièrement bien aux activités aquatiques, avec notamment la pratique du canoë-kayak. Pontet, vieux village vigneron adossé à la butte qui porte les ruines de son château, offre le tableau le plus pittoresque de la moyenne vallée de la Drôme, le long de la route Amiral. Le principal vestige du château du XIIIe siècle est un puissant donjon bâti au sommet de l'Éperon, surplombant la Drôme de 70 mètres. Le temple, ancienne église, abrite des peintures des XVe et XVIIe siècles. Die est la capitale d'un pays diois sec, crispé, sauvage, point de rencontre d'une végétation alpine et méditerranéenne. Grâce à sa situation de carrefour sur la voie Milan-Vienne, elle devient dès le IIe siècle une cité romaine importante. La cathédrale, édifice important dont le clocher carré est surmonté d'un campanile en fer forgé, se voit dès les abords de Die. La porte Saint-Marcel fut incorporée au rempart au moment de leur édification. Cet arc romain présente une voûte décorée d'entrelacs et de rosaces. Aujourd'hui, Die est une petite ville administrative et commerçante, sous-préfecture de la Drôme. Sa principale activité est la production de la clairette de Die, un blanc doux champagnisé provenant de 2 cépages nobles, la clairette et le muscat, qui fait beaucoup pour la notoriété des Diois. Le vignoble se trouve au pied du parc du Vercors, dominé par le Glandas, massif montagneux de 2000 mètres au sud du Vercors. Les coteaux ensoleillés et caillouteux du Diois abritent dans leur repli tourmenté un vignoble qui a trouvé d'excellents terrains argilo-calcaires pour produire la fameuse clairette de Die. La clairette de Die a bénéficié de l'appellation contrôlée dès 1942. La Provence est vouée à l'élevage du mouton, ressource essentielle de toutes les économies méditerranéennes. Bon marcheur, il paie les maigres herbages.
Édifié autour d'une forteresse qui disparut et à laquelle il doit son nom, Châtillon-en-Diois a conservé son allure médiévale. De la place Reviron, dominée par la tour de l'horloge, s'ouvre un réseau de rues ramifiées entre elles par des ruelles et des passages couverts, appelés viols dans le langage méridional. De fraîches fontaines, des fleurs, les toits de tuiles égayent cette architecture en moellons de calcaire gris. De magnifiques escarpements en amphithéâtre ferment la vallée du ruisseau d'Archiane, entaillée dans la montagne de Glandas. Le gigantesque promontoire du Jardin du Roi, qui partage en deux le fond du cirque, apparaît tout d'abord. Puis les falaises de l'hémicycle nord se dégagent à leur tour. Ce cirque est un terrain de prédilection pour les alpinistes, ainsi qu'un point de départ pour les randonnées sur les hauts plateaux du Vercors. Au pied se niche le petit hameau d'Archiane. Le saut de la Drôme est l'un des sites les plus pittoresques du Diois. Le Claps, chaos naturel, est dû à un gigantesque éboulement survenu au XVe siècle dans un défilé de la Drôme. La coulée de blocs, séparée par un promontoire rocheux qui se trouvait sur son passage, forme deux barrages naturels derrière lesquels deux lacs, aujourd'hui vidés, s'étalèrent. Petit village typique dans la vallée de la Roanne, à la limite de la Drôme provençale et du Diois, Saint-Nazaire-le-Désert est à 580 mètres d'altitude. Ces roches colombes, où d'après la légende, la colombe de l'arche de Noé se serait posée après le déluge, qui ferme à l'ouest la vallée elliptique suspendue, appelée forêt de Soux. Immense conque verte de forêt fermée de hautes falaises, où l'on ne pénètre que par le pas de Lozance au nord ou le pertuis de la forêt au sud, vers le village de Soux. À l'intérieur coule la Vèbre, dans laquelle les mères gauloises trempaient leurs nouveau-nés pour leur assurer force et santé. À l'extrémité est de la forêt de Soux, les falaises des Trois Becs dominent à l'ouest le col de la Chaudière qui permet le passage de Saillant au pays de Bourdeaux. Mirmande est un ancien bourg fortifié dont les vieilles maisons s'étagent joliment au flanc d'une colline. Vers 1930, grâce au peintre André Lotte, s'y établit une colonie d'artistes séduits par le site. La montée de l'église Sainte-Foy, tout en haut du village, procure de belles vues sur les plus beaux toits de France, la vallée du Rhône et les monts du Vivarais. Montélimar doit son nom à une forteresse féodale, Mont-Adhémar, l'un des exemples les plus importants d'architecture médiévale de la moyenne vallée du Rhône. La forteresse primitive, élevée au XIIe siècle par la puissante famille des Adhémar, a été agrandie au XIVe sous la domination papale. Son dernier représentant fut au XVIIe siècle le comte de Grignan, gendre de Madame de Sévigné. Elle servit de prison de 1790 à 1929.
Des 9 portes que comportait l'enceinte, seule subsiste la porte Saint-Martin. Aujourd'hui, la visite se limite au logis seigneurial et au chemin de ronde. Au nord se dresse la massive tour de Narbonne. Du rez-de-chaussée du donjon, un escalier à vis mène au chemin de ronde, d'où un vaste panorama se découvre à l'est sur les préalpes drômoises et à l'ouest sur la ville et ses nombreux espaces verts aménagés. Les allées provençales sont bordées de terrasses ombragées, lieux de promenade et de détente particulièrement agréables. Avec ses façades colorées, ornées de balcons en fer forgé et ses arcades, la place du marché présente un caractère typiquement méridional. Autour de la collégiale Sainte-Croix du XVe siècle, reconstruite après les guerres de religion, la plupart des rues sont surplombées par des génoises. Situé au cœur du centre-ville, le musée de la miniature a pour vocation de présenter l'art de l'infiniment petit dans toute sa diversité et d'offrir aux visiteurs un vaste champ de connaissances et d'exploits. Unique au monde, sa création à Montélimar est la suite logique du succès remporté depuis 1986 par le Festival international de la miniature. Son domaine d'exposition est aussi vaste et varié que les techniques de miniaturisation utilisées par les artisans et les créateurs. Peinture, ébénisterie d'art, jouets, micro-miniatures, bijouterie, gravure, joaillerie, pliage de papier. L'industrie du nougat est relativement récente. C'était à l'origine une simple fabrication artisanale. Au XVIe siècle, l'amandier, originaire d'Asie, fit son apparition en France. Olivier de Serres en fit planter dans son domaine du Pradel. La proximité de cette culture des amandes, qui se généralisa sur le plateau des Gras, du miel de Provence et des Alpes, a fixé l'industrie du nougat à Montélimar. Dans la première moitié du XXe siècle, des usines furent créées et la fabrication prit dès lors une grande extension. Le musée de la soie est aménagé sous les voûtes imposantes d'un authentique moulinage de soie. Introduite en France sous Louis XI, la soie se développe sous Henri IV avec l'aide d'Olivier de Serres. Les œufs, appelés graines, éclosent sous l'influence de la chaleur printanière. Le ver à soie se nourrit exclusivement de la feuille de mûrier et sera transporté dès le deuxième âge dans le local d'éducation appelé magnanerie. Lorsqu'il sera gorgé de soie, le ver va tisser son cocon et va baver 800 à 1500 mètres d'un fil de soie continu. Ce travail terminé, le ver va subir une métamorphose en chrysalide, puis va devenir papillon. Pour la filature, il faudra immerger les cocons dans une bassine remplie d'eau à 90 degrés afin d'étouffer la chrysalide à la vapeur et éviter la sortie du papillon. La filature consiste à extraire le fil de soie du cocon. Le tissage est la réalisation de l'étoffe par le croisement du fil de chêne et du fil de trame. Les fils de chêne passent dans les œillets d'hélice et sont actionnés par une mécanique jacquard. Les fils de trame sont réalisés par la navette qui est projetée de chaque côté de la chaîne. Le Poët-Laval, classé plus beau village de France, occupe un site escarpé et conserve un ensemble médiéval intéressant. Une commanderie de Malte, un donjon du XIIe siècle, des vestiges de remparts et des maisons du XVe siècle.
De l'ancienne église ne subsiste que le clocher et l'abside romane. L'ancien temple, aménagé au XVIIe siècle dans la maison d'un chevalier datant du XVe au centre du village, abrite la bibliothèque et le musée du protestantisme dauphinois. À Dieu-le-Fit, fondée au Moyen-Âge au pied de la montagne de Dieu-Grâce, la ville a conservé le vieux quartier pittoresque de la Viale, l'église Saint-Pierre, le beffroi, mais n'a pas gardé la moindre trace de son château. Joliment situé dans un bref élargissement de la vallée du Jabron, Dieu-le-Fit vit du tourisme, du climatisme, du séjour des curistes grâce à son centre de remise en forme et de son artisanat d'art qui a contribué à la renommée de ses poteries et verreries. Le verre est le premier matériau de synthèse élaboré par l'homme. C'est à l'époque romaine qu'a été mis au point l'essentiel des techniques de soufflage encore en usage. Il doit être cuit pendant plusieurs heures à 1450 degrés, puis ramené à 1150 degrés, température d'emploi pour le soufflage. Le soufflage est précédé des opérations de la fusion, composition, enfournement, cuisson et affinage. En trempant tout en tournant la canne dans le verre en fusion, on cueille une petite quantité de verre appelée première poste. On souffle une petite bulle, on laisse refroidir. On cueille dessus la deuxième poste que l'on centre à la maillotche, on laisse refroidir un peu pour cueillir la troisième poste, etc. La quantité totale désirée s'appelle la paraison. On la gonfle d'abord, on y trace un étranglement appelé colle avec les fers, puis on gonfle la forme en inclinant la canne vers le bas pour allonger la pièce vers le haut pour l'élargir. Une fois obtenue la forme désirée, on aplatit le fond au milieu duquel on collera le pontil. C'est une canne au bout de laquelle on accueillit un peu de verre qui permet de porter la pièce par son fond après avoir cassé le col. Le col de la pièce est réchauffé pour lui donner sa forme définitive. La production a considérablement évolué ces dernières années, chaque artiste développant une expression personnelle. Les pièces teintées dans la masse sont remplacées par des compositions colorées incluses dans du verre transparent d'épaisseur variable. Situé au débouché de la vallée de l'Aigue, dans la plaine du Tricastin, et bien abrité par les montagnes qui l'encadrent, Nyons jouit d'un climat privilégié qui lui vaut le surnom de Nice du Nord. Nyons me paraît être le paradis terrestre, écrivait Jean Giono. La tour de Randonne fut édifiée vers 1280 par Dame Randonne de Montauban pour servir de prison militaire. Elle fut démantelée en 1633 avec les autres fortifications de Nyons. Le 21 octobre 1862, le chanoine Francoux, curé de Nyons, se rendit acquéreur de la tour et la transforma en chapelle dédiée à la Vierge. Le pont roman, en dos d'âne sur l'Aigue, fut construit au XIIIe et XIVe siècle.
Son arche de 40 mètres d'ouverture est une des plus hardies du Midi. Le marché très coloré du jeudi matin offre des produits du terroir et un avant-goût de la gastronomie drômoise. Nyons est aussi l'un des plus importants marchés français de la truffe. Au revoir. Madame. Les oliviers des environs, qui donnent au paysage une grâce très provençale, fournissent l'huile et les olives dont la ville fait commerce. L'olive de Nyons est désormais une appellation contrôlée, un label de qualité qui atteste l'ancienneté reconnue et les vertus propres aux plantations d'oliviers. Le musée de l'olivier présente un inventaire de l'outillage traditionnel nécessaire à la culture de l'olivier et à la fabrication de l'huile. Saint-Mée est perché sur un promontoire au-dessus des gorges. Autrefois, aucune voie ne passait au fond du défilé et les villages occupaient les hauteurs. Après Saint-Mée, les grandes corniches calcaires aux chaux coloris encadrent l'Aigle. La route s'élève au milieu des cultures et des vergers, offrant de belles échappées sur la vallée de l'Aigle, puis franchit le col de Soubeyran à 994 mètres d'altitude au milieu d'une pinède. Au cours de la descente, les chênes succèdent aux sapins et la vue s'étend sur le massif du Ventoux. Au-delà du village de la Charse, la route s'engage le long des gorges de Pomerol, ouvertes par la haute vallée de l'Oule, pour rejoindre le col de la Fromagère. Reliant la vallée de l'Aigle à la région des Baronnies, cet itinéraire pittoresque permet de découvrir les hautes terres de Bellecombe-Tarandole, les Marnes et ses fossiles. Qui ne connaît le parfum de la lavande, si caractéristique de la Provence? Bien adapté au climat et au sol calcaire, on peut voir des champs couverts de lavande dont les fleurs mauves embaument l'air de juillet. La récolte se fait de juillet à septembre selon la région. Après un séchage de 2 ou 3 jours, la lavande cueillie ou paille est acheminée vers les distilleries. Les essences de lavande sont réservées à la parfumerie fine ou à la cosmétique. Les fleurs peuvent être également séchées et mises en sachet. Au confluent de l'Anary et du Toulourinque, le vieux village de Montbrun-les-Bains étage ses hautes maisons dominées par les ruines de son château sur le versant méridional d'une colline, tandis que le nouveau quartier ou bourgade s'étale dans la vallée, havre de verdure qui contraste avec les paysages arides de la région. Le beffroi ou tour de l'horloge du XIVe siècle, haute tour crénelée avec machicoulis, était l'une des 4 portes fortifiées de la ville. La place du beffroi s'ouvre sur la rue principale du vieux village.
L'église, à l'extérieur très sobre, dont une partie date du XIIe siècle, ne laisse pas présager de la richesse de l'intérieur. La décoration du XVIIe siècle est particulièrement luxuriante. Les vestiges du château situé en haut du village, dont il ne reste malheureusement que des ruines et les 4 tours rondes, permettent cependant d'imaginer la taille de ce château qui pouvait loger plus de 200 hommes et leurs chevaux. Élevé au XIVe siècle, il fut démantelé par les catholiques lors des guerres de religion et en grande partie reconstruit en 1564, ce qui explique la décoration Renaissance de la porte d'entrée. Ferrassières est la commune la plus méridionale de la région Rhône-Alpes. Mollans-sur-Ouvèze est la porte des baronnies et cette petite ville bâtie sur les bords de l'Ouvèze joua longtemps le rôle de ville frontière. La petite chapelle est construite en encorbellement au-dessus du lit de l'Ouvèze. Du château ne subsiste que le gros donjon carré. Le pont qui enjambe l'Ouvèze fait le lien entre la basse ville et la haute ville. Du côté basse ville, on peut admirer une élégante fontaine du XVIIIe siècle surmontée d'un dauphin, symbole du passage entre les anciennes provinces de la Provence et du Dauphiné. Derrière, un lavoir couvert déserté aujourd'hui s'ouvre par 6 arcades. Dressé sur une butte rocheuse isolée, un imposant château ayant appartenu aux Adhémar de Monteil domine Grignan, vieux bourg du Tricastin. L'ensemble constitue un tableau tout à fait pittoresque. Rendu célèbre par Madame de Sévigné et sa fille Madame de Grignan, le château médiéval a été transformé à plusieurs reprises. On peut y admirer un mobilier ancien, la qualité exceptionnelle des parquets, ainsi que les belles tapisseries d'Aubusson dont les murs sont décorés. Venue à Grignan pour soigner sa fille, atteinte d'une maladie de langueur, Madame de Sévigné s'éteignit de fatigue et d'inquiétude en 1696 à l'âge de 69 ans. Elle fut enterrée dans l'église du château. Le village provençal miniature La Tuilière s'étend sur une surface au sol de 400 mètres carrés, occupée par plus de 70 maisons toutes différentes à l'échelle du 26e et plus de 300 animaux et 400 santons habillés, certains animés qui sont pour la plupart des pièces uniques. Chaque maison pèse de 50 à 130 kg, 70 000 tuiles en argile ont été fabriquées une par une. La gare d'Adhémar, avec son église perchée, signale de loin ce vieux village. L'église, édifice roman, est remarquable par ses 2 absides et la jolie silhouette de son clocher à 2 étages octogonaux. Ce village invite à la flânerie, avec ses pittoresques maisons en calcaire, ses passages voûtés et ses ruelles tortueuses coupées d'arceaux. C'était au Moyen-Âge une importante place forte de la famille des Adhémar. Au XVIe siècle, un château Renaissance fut édifié par Antoine Escalin.
C'est à la ferme aux crocodiles, à Pierrelatte, site unique en Europe, que vous pourrez découvrir les plus terribles prédateurs qui soient, mais aussi des animaux fascinants. Proches parents des dinosaures, les crocodiles sont exclusivement carnivores et mangent peu. Quelques 330 crocodiles vivent ici en liberté et évoluent dans la gigantesque serre tropicale de 4000 m². Les passerelles sont conçues pour circuler librement au-dessus du bassin. Prêt pour l'aventure ? La vieille ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux est cernée par des restes de remparts, mais n'a jamais possédé 3 châteaux. Elle fut désignée capitale de la contrée à l'époque romaine sous l'appellation Augusta Tricastinorum et abandonna la première partie de son nom romain dans la seconde moitié du IVe siècle pour prendre celui de Paul, l'un de ses premiers évêques. Au XVIe siècle, le nom de l'ancienne capitale des Tricastini devint Trois-Châteaux. La maison de la truffe, située derrière le chevet de la cathédrale, présente sous forme de panneaux explicatifs, de vitrines et d'un programme vidéo une exposition sur la trufficulture et la commercialisation de cette perle noire du Tricastin qui entre dans la composition de savoureuses spécialités locales. Étrange production du règne animal, les truffes sont récoltées l'hiver lorsqu'elles sont mûres et bien parfumées. Elles se développent sur les racines du chêne pubescent, connu sous le nom de chêne blanc. Saint-Restitut, séduit par le charme de ses maisons serrées autour de son église, flanquée à l'ouest par une haute tour carrée à la silhouette insolite. L'église de style roman provençal est surtout remarquable par l'ensemble de sa décoration sculptée, inspirée de l'art antique et des traditions gallo-romaines. D'après la légende, Restitut ne serait autre que Sidoine, l'aveugle né de l'Évangile, guéri par le Christ de son infirmité. En souvenir de ce miracle, Sidoine aurait pris le nouveau nom de Restitut, celui qui a recouvré la vue. Dans une surprenante cathédrale sous terre qui offre des conditions hygrométriques exceptionnelles, le cellier des Dauphins a aménagé ses caves de vieillissement idéales pour les vins. La visite de ce lieu magique et grandiose s'effectue à bord d'un petit train électrique. Suze-la-Rousse, pittoresquement étagée sur la rive gauche du Lèze, était au Moyen Âge la plus importante ville du Tricastin.
Le qualificatif de la rousse, accolé à Suse, viendrait de la teinte que prennent ici les pierres après les pluies. D'autres l'attribuent à la couleur des cheveux de Marguerite des Baux, appelée de son vivant la Rousse. La colline de Suse est dominée par un imposant château féodal qui date du XIIe siècle et ses tours sont de bons exemples de l'architecture militaire de cette époque. Il a été transformé intérieurement lors de la Renaissance. Ancien rendez-vous de chasse des princes d'Orange, le château est aujourd'hui le siège de l'Université du vin. Créé en 1978 sous l'impulsion de professionnels, cet établissement d'enseignement supérieur dispose d'un laboratoire, d'une salle de dégustation et propose des stages d'œnologie. Un jardin des vignes rassemble sur 2 hectares 70 cépages des principaux pays viticoles et permet aux nombreux visiteurs et stagiaires de découvrir les différentes phases végétatives de la vigne tout au long des saisons. Chaque année sont organisées des expositions et des animations à la gloire du vin. Ainsi, au terme de 8 siècles d'existence, le château de Suse-la-Rousse a retrouvé une vocation. C'est désormais un lieu de rencontre et d'échange où les passionnés du vin trouvent à la fois les nourritures du corps et celles de l'esprit. La Drôme, immortalisée par le célèbre peintre Bernard Catherine.